qualité affichée. Mais le sentiment que les gens peuvent avoir de faire un travail de qualité est de plus en plus, on va dire, éloigné de ces discours sur la qualité. D'ailleurs, on peut dire au passage que AZF, dont vous avez, je pense, entendu parler, venait d'obtenir une certification qualité quelque temps avant l'explosion. C'est juste pour indiquer que les certifications qualité ne disent pas nécessairement la réalité de la qualité du fonctionnement quotidien d'un service. Alors, cette restriction des marges de manœuvre, ça produit un accroissement de la pénibilité du travail. Ça produit aussi un développement des pathologies professionnelles. La première pathologie professionnelle aujourd'hui, c'est les TMS, les troubles musculo-squelettiques. C'est-à-dire c'est des pathologies qui, je pense que vous avez peut-être entendu parler, il y a eu pas mal d'émissions aussi à la télévision, dans les médias d'une manière plus générale. C'est des maladies qui naissent, qui attaquent les muscles, les nerfs, et qui sont liées en général au fait que les personnes exercent, font le même geste de manière répétitive et sous contrainte de temps. Donc il y a la combinaison pour les troubles musculo-squelettiques de la répétitivité du geste, donc de l'absence de marge de manœuvre, faire tout le temps la même chose, que vous soyez gaucher ou droitier, que vous soyez mince ou pas, que vous ayez 20 ans, 60, que le même geste, tout le temps le même geste, sous cadence imposée. C'est-à-dire que le rythme de travail est lui aussi imposé. C'est un signe d'usure au travail, hein, les TMS. Bon, après, il y a l'inflation du stress. Un autre signe de difficulté majeure au travail, c'est le développement des addictions en lien avec le travail. Alors, bon, historiquement, on parlait de l'alcool. Il y a des milieux professionnels où ça picole pas mal. Et c'est pas nouveau. Ce qui est plus récent, c'est le fait qu'il y a une diversification des produits consommés. C'est pas seulement l'alcool. Ça peut être le shit, ça peut être les drogues plus dures, la cocaïne dans certains milieux professionnels en particulier. Et puis, c'est aussi beaucoup les médicaments. Beaucoup de gens qui vont travailler avec des anxiolytiques, avec des antidépresseurs. Donc il y a des médicaments, on va dire, pour se tenir en forme dans la journée, puis après des médicaments, des somnifères pour arriver à s'endormir. Et il y a aussi de plus en plus de travaux qui montrent que le dopage n'est pas réservé au monde du cyclisme. Il y a certains secteurs d'activité où les gens effectivement se dopent pour pouvoir tenir. Quand vous êtes interne à l'hôpital et que vous faites 3 gardes d'affilée, vous ne pouvez pas vous tenir éveillé pendant tout ce temps-là. C'est impossible. Donc il faut consommer des médicaments pour pouvoir le faire. Alors évidemment, à l'hôpital, c'est plus facile qu'ailleurs de consommer des médicaments. Mais ça, c'est quand même un signe d'une altération, on va dire, d'une fragilisation par le travail des personnes. Il y a aussi une augmentation du nombre de dépressions en lien avec le travail, et puis une augmentation des différentes formes de violence qu'on peut rencontrer au travail. On a beaucoup parlé du harcèlement moral, mais en fait, les formes de violence au travail sont bien plus diverses que le harcèlement moral. Il peut y avoir des formes de violence dans les maltraitances, on va dire, sous les différentes formes de maltraitance. La mise au placard est une forme de maltraitance, qui n'est pas nécessairement d'ailleurs assimilable à du harcèlement moral. Ce n'est pas nécessairement le chef qui vous placardise.
à l'occasion d'une fusion-acquisition, des processus de placardisation, c'est-à-dire on a tout en double. On a un service comptable en double, on a un service ressources humaines en double, on a, bref. Et donc, les placards s'ouvrent. Je pensais à une grosse boîte dont je dirai le nom, qui a décidé, comme beaucoup d'entreprises, et d'entreprises publiques en particulier, de la formule utilisée, revenons au cœur du métier. Vous voyez, revenons au cœur du métier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les personnels de l'entreprise qui n'étaient pas inscrits sur des métiers, sur des postes de travail considérés comme étant au cœur du métier, se sont trouvés, à un moment donné, sans travail. Entreprises publiques, ils n'ont pas été licenciés, ceux-là. Mais il a pu se passer des années avant qu'ils retrouvent du travail en interne. C'est des situations d'une violence très grande. Le fait d'être obligé d'aller travailler ou ne pas travailler. L'inactivité imposée est très très difficile à soutenir. Donc il y a cette forme de violence-là, mais il y a aussi la violence entre collègues, la conflictualisation des rapports entre collègues est observable aussi. Et puis enfin, la violence qui peut s'exercer sur les clients ou les usagers. Si je prends au hasard Pôle emploi, on peut dire que les conditions de travail qui sont faites au personnel de Pôle emploi contribuent beaucoup à expliquer la violence des pratiques à l'égard des demandeurs d'emploi. Donc, on peut dire que la violence se répercute en fait en chaîne. On peut dire aussi que quand les enseignants sont maltraités par l'institution éducation nationale, pour plein de raisons, ça se répercutera aussi sur les élèves. On parle beaucoup de la violence des jeunes, y compris sur les enseignants, peut-être un peu moins de la violence des enseignants sur les jeunes. Et pourtant, il y a une autre conséquence des transformations du travail qui est la... Je déteste ce mot, mais en même temps, je pense qu'il dit bien ce qu'il veut dire. La dégradation de l'employabilité de la main-d'œuvre. Voilà. Comme ça que ça s'appelle, la dégradation de l'employabilité de la main-d'œuvre. Si je traduis, je dirais que de plus en plus de gens sont considérés comme n'étant plus en capacité de tenir le coup face aux exigences du travail et du monde du travail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le robinet de l'inaptitude, de l'invalidité coule à flot. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sortent du monde du travail au motif que leur santé s'est dégradée, la médecine du travail a jugé qu'ils n'étaient plus aptes, l'employeur a considéré que puisqu'ils n'étaient plus aptes, ils ne pouvaient pas rester, et ils se retrouvent demandeurs d'emploi avec des inaptitudes. Bonjour pour trouver du travail, recours à l'invalidité. Donc ça aussi, c'est, si vous voulez, un signal fort d'une dégradation de la santé au travail aujourd'hui. Alors, pour pas manger tout le temps, je dirais que en termes de prévention, aujourd'hui, je dirais schématiquement, il y a deux grandes manières d'aborder les choses. Si on s'intéresse à la prévention, parce qu'il y a aussi ceux qui ne s'intéressent pas à la prévention, donc ça j'en parle pas. Mais si on s'intéresse à la question de la prévention de
dégradation de la santé au travail, il faudrait... Il y a ceux qui préconisent, si vous voulez, qui exigent qu'on soigne les blessés du travail. C'est-à-dire qu'on mette en place des dispositifs qui vont permettre d'anticiper un peu, c'est-à-dire de commencer à voir quand une personne commence à avoir des difficultés au travail, qu'on le repère suffisamment tôt pour pouvoir mettre en place un dispositif d'accompagnement adapté ou éventuellement lui proposer un autre poste de travail, enfin, voir ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Donc là, on va se focaliser, on va dire, sur l'accompagnement aux personnes. Et puis il y a une autre approche qui consiste à dire, si on veut faire de la prévention, il faut soigner, non pas les blessés du travail, on veut dire, mais il faut soigner le travail. C'est-à-dire qu'il faut repenser l'organisation du travail, le fonctionnement du travail aujourd'hui. Je vais prendre un exemple. Dans le secteur hospitalier, depuis longtemps, enfin depuis quand même il y a des psychologues qui travaillent, mais jusqu'à encore assez récemment, les psychologues qui travaillaient dans les hôpitaux travaillaient auprès des patients. Donc il y a certains services où il existe des psychologues, évidemment pas dans tous les services, mais bon. Ce qui est plus récent, c'est que les hôpitaux ont recruté des psychologues du travail pour travailler non pas auprès des patients, mais auprès des soignants. C'est-à-dire qu'ils ont réalisé que les soignants n'allaient pas nécessairement bien et qu'il fallait peut-être voir si une psychologue pouvait les aider à résoudre les difficultés professionnelles qu'ils pouvaient rencontrer. Donc, les psychologues ont été recrutés et elles ont fait des consultations. Voilà, ils ont leur bureau, les personnels qui travaillent à l'hôpital peuvent passer un coup de fil ou venir et puis sont reçus en entretien, on essaye de voir où sont les problèmes, qu'est-ce qui fait que le travail est devenu de plus en plus difficile, comment est-ce qu'on pourrait faire pour sortir de ces difficultés, etc. Et puis ce que réalisent ces psychologues qui travaillent à l'hôpital maintenant de plus en plus, c'est qu'en fait, ce travail-là n'a pas beaucoup de sens. Alors, non pas qu'il soit inutile, hein. Je pense que quand quelqu'un commence à couler, c'est toujours important de voir ce qu'on peut faire pour l'empêcher de couler. Mais en même temps, je pense que de plus en plus de psychologues du travail réalisent qu'elles reçoivent par exemple une aide-soignante qui a des difficultés au boulot. Elle va la voir pendant 1, 2, 3, 4 entretiens. Ça va aller mieux. Les entretiens vont aider la personne à mieux voir comment est-ce qu'elle pourrait s'y prendre autrement, quelles sont ses marges de manœuvre, à relativiser certains problèmes, à réfléchir, prendre la distance. Bon. Elle va donc reprendre sa vie professionnelle qu'elle n'avait d'ailleurs pas interrompue et elle va disparaître de la circulation au sens où la psychologue, voilà, la voit plus. Et puis, 1 an après, 6 mois après, elle revient parce que sa situation de travail n'a pas changé. D'accord? Donc, on l'a, on va dire, soutenu pendant un petit temps, là. Et puis ensuite, retour à la situation initiale. Et donc, à nouveau, même processus, retour au problème, resollicitation de soutien psychologique pour aider à ne pas couler. Donc on voit bien que, si vous voulez, l'idée d'être dans l'accompagnement des personnes sans toucher au travail est une impasse à long terme. C'est une impasse. Ça peut être important de le faire, parce que je pense qu'effectivement il y a des gens aujourd'hui au travail qui ne le font pas du tout. Et donc c'est une ressource qu'il ne faut pas sous-estimer, mais se contenter de ça n'est pour le moins pas suffisant. Et je dirais même plus, se contenter de ça peut être dangereux. C'est-à-dire que
si je prends l'exemple de ce qui a été mis en place dans beaucoup d'entreprises à propos des risques psychosociaux, on a dit, on connaît depuis longtemps le risque chimique, le risque biologique. Bon, il y a une nomenclature, si vous voulez, des risques, qui permet d'ailleurs d'identifier les situations de travail dites à risque, les situations où on est exposé à tel produit, etc. Mais on s'est dit, finalement, cette nomenclature de risque ne prend pas en compte le risque psychologique. C'est surtout les atteintes à la santé somatique, à la santé physique qui sont répertoriées là. Or, on voit que de plus en plus, les gens ont aussi des problèmes au plan psychologique. Donc, il faut prendre en compte de nouveaux risques qu'on a appelés les risques psychosociaux. Dans cette catégorie de risques psychosociaux, on a mis le stress, on a mis les dépressions, on a mis les addictions, on a mis le harcèlement moral. Enfin bref, on a un peu tout mis là-dedans. Donc, voilà un nouveau grand tiroir qui rassemble en fait les restes de ce que les catégories précédentes ne répertoriaient pas. Et là, on est plus effectivement du côté psychologique. L'employeur est aujourd'hui dans l'obligation, c'est la loi, d'établir un document unique, ce qu'on appelle le document unique, c'est-à-dire d'établir, de recenser les risques diagnostiqués dans l'entreprise, mais aussi, en lien bien sûr avec l'analyse des risques, de montrer qu'il a pris des dispositions préventives. Alors, il y a beaucoup d'entreprises où établir des dispositions préventives, ça consiste à repérer les vulnérables. Vous voyez ? C'est-à-dire que du coup, avec la naissance du risque psychosocial, des risques psychosociaux, on voit apparaître une nouvelle figure dans le monde du travail, la figure du vulnérable. Pour faire court, et peut-être sans doute pour caricaturer un peu, mais je vous assure que parfois on est dans la caricature, domine un peu l'idée que parmi le personnel, il y a des gens qui assument et qui assurent, en tout cas qui donnent tous les signes de la performance attendue et de l'engagement attendu. Et puis, on sait qu'il y en a nécessairement qui sont plus fragiles. Là, par exemple, ils sont vieillissants, figurez-vous. On a des seniors. Alors ça, c'est un problème, les seniors. Comment est-ce qu'on peut maintenir en emploi, mais aussi en emploi productif, des gens qui vieillissent, alors que la représentation qu'on a du senior, c'est plutôt une représentation déficitaire. Vous voyez, on a du mal à penser que le senior, c'est quelqu'un qui a plus d'expérience que les autres. Le senior, on le pense souvent comme quelqu'un qui peut moins que les autres. Et d'ailleurs, de moins en moins. Donc, déjà, du côté des vulnérables, les seniors. Après, on va dire, ah oui, mais alors, celle qui revient de congé maternité. Très compliqué aujourd'hui de soutenir les exigences de productivité, disponibilité, engagement de soi dans le travail avec la naissance d'un petit, les maladies du petit, etc., etc. Les malades, obligatoirement dans la catégorie des vulnérables, les malades. Vous voyez, il y a de plus en plus j'allais dire, les progrès de la médecine contribuent à fabriquer de plus en plus de maladies chroniques. Ça peut être une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on meurt moins vite qu'avant. Mais, si vous voulez, la maladie, ça veut dire donc qu'on peut vivre
tout en étant malades et sur des durées qui peuvent être très longues, très très longues. Il y a aujourd'hui dans le monde du travail à peu près une personne sur 6 qui travaille avec une maladie chronique. Quelle que soit la maladie chronique, hein, ça peut être le diabète, ça peut être l'hypertension, ça peut être le cancer, ça peut être une sclérose en plaques, ça peut être... Bon, je ne développe pas plus. Les gens ont vite compris que, étant donné les évolutions du monde du travail aujourd'hui, il vaut mieux taire ces problèmes de santé. C'est un sujet qui reste tabou, que les gens, quand la pathologie ne donne pas de signes visibles, en général, le choix des gens, la plupart du temps, c'est de se taire. Parfois, ils se confient à quelques collègues les plus proches, ceux en qui ils ont le plus confiance. Parfois, pas du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils vont faire semblant, on va dire, de pouvoir faire sans tenir compte des contraintes de la maladie. Ça provoque en général une usure prématurée et une dégradation accélérée de l'état de santé. Ça rejoint ce que j'évoquais précédemment à propos de la multiplication des inaptes et des invalides, de recours à l'invalidité. Quand on dit aujourd'hui les dispositifs de prévention des risques psychosociaux consistent essentiellement à repérer qui sont parmi les salariés ceux qui manifestent de signes de difficulté. Dans certaines entreprises, on met en place des systèmes que en prison on appelle le panoptique, c'est-à-dire ce sont des systèmes de détection de ceux qui ne seraient pas conformes au comportement attendu. Vous voyez, par exemple, il y a une entreprise que je ne citerai pas, là, pour le coup, qui a établi un ensemble de critères observables qui sont censés aider tout un chacun à repérer qui est en difficulté. Vous voyez? Alors, par exemple, un des critères, c'est « mange seul à la cantine ». Mange seul à la cantine, déjà, c'est louche. C'est louche, ça indique un certain isolement. C'est interprété comme ça. Et donc, il y a des systèmes d'alerte. Mais ce sont aussi, du coup, des systèmes de surveillance généralisée. Donc, on peut dire que ce qui est pensé en termes de prévention contribue à dégrader la qualité des relations au travail, le sentiment que tout le monde est sous surveillance des autres, puisque l'entreprise soutient que chacun doit assistance aux autres, et que finalement ne pas signaler quelqu'un est en difficulté, c'est non-assistance à personne en danger. Ça va loin, ça va très très loin. Évidemment qu'on ne peut pas soutenir l'idée qu'il y a deux grandes catégories de travailleurs, les vulnérables et les invulnérables. On comprend vite que cette représentation ne tient pas debout. Quand on fait des dessins animés, quand on fait du Walt Disney, ça va. Mais dans la vraie vie, on ne peut pas soutenir qu'il y a des vulnérables et des invulnérables. La vulnérabilité, elle est humaine, seulement. Profondément humaine. Et donc, finalement, prendre en compte la vulnérabilité de tous devrait conduire à améliorer le travail, à transformer le travail. Plutôt que d'écarter une vulnérabilité qui est attribuée à quelques-uns seulement. Ça suppose donc de considérer que le problème, ce n'est pas les personnes au travail, le problème c'est le travail. Une fois que j'ai dit ça, vous comprendrez bien que les entreprises
préfère solliciter les psychologues du travail pour qu'ils s'occupent des personnes au travail, plutôt que de leur demander de s'occuper de l'amélioration du travail. Améliorer le travail, ça voudrait dire penser... tiens, ça aussi c'est un slogan très, très actuel, le développement durable. Parce que si vous voulez, l'usure prématurée des salariés ne participe pas évidemment du développement durable. Ça ne peut participer du développement durable que si en fait on met sur la touche ceux qui ont été usés pour pouvoir embaucher ceux qui ne le sont pas encore. Donc, en fait, évidemment, ça pose la question du pouvoir dont nous disposons, tout un chacun, pour mettre en discussion la question du travail. Alors, je vais conclure sur ces quelques mots parce que quand on fait un tableau qui est rarement un tableau, vous voyez, les nouvelles ne sont pas bonnes, hein, si je résume ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant. Mais vous le saviez déjà, je crois. Je dirais que... Excusez-moi. On peut avoir le sentiment qu'il n'y a pas d'issue. Vous voyez qu'on est dans un mouvement inéluctable sur lequel personne n'a prise, un mouvement qui nous dépasse. Le « on n'y peut rien », c'est quelque chose qu'on entend partout, y compris d'ailleurs au niveau des directions des entreprises, hein, puisque j'explique qu'ils n'y peuvent rien, puisque le marché est un marché mondial. Donc, ils n'ont pas la main sur toute une série de choses, ils sont eux-mêmes contraints, disent-ils, dans cette compétitivité au plan international, de prendre des décisions, de définir des priorités qui peuvent être d'ailleurs contraires avec leurs valeurs propres. Mais alors, si à tous les niveaux, du haut jusqu'en bas, y compris au niveau des politiques, la réponse c'est « on n'y peut rien », ça ne va pas. Ça ne va pas, et je pense que, évidemment, que pour chacun d'entre nous, travailler, c'est choisir. C'est-à-dire que dans le travail, on fait toujours des choix. Pas nécessairement le choix du travail qu'on fait, hein, parce que parfois on fait un travail qu'on n'a pas choisi, mais travailler, c'est s'y prendre de telle manière ou de telle autre manière. Travailler, c'est discuter avec le collègue ou se crêper le chignon avec le collègue. Travailler, c'est coopérer ou c'est garder l'information pour soi. Travailler, c'est être dans la solidarité ou être dans la compétition. Travailler, vous voyez, ça se joue aussi dans notre manière à nous, dans le quotidien de notre travail à nous, de se demander si notre manière de travailler ne nous piège pas plus qu'elle ne nous défend, ne réduit pas nos marges de manœuvre plus qu'elle ne les accroît, ne nous isole pas plus qu'elle nous met en lien avec les collègues. Voilà, je crois que cette interrogation, qu'on pourrait dire, finalement, quel est notre pouvoir sur la situation, déjà sur la nôtre, et on peut bien sûr avoir le sentiment que l'on n'a pas beaucoup de pouvoir. La question est peut-être d'essayer de voir si on ne peut pas en gagner du pouvoir. Quelles sont les stratégies qui pourraient nous en faire gagner? Et peut-être ne pas attendre que certains qui seraient supposés avoir le pouvoir résolvent pour nous, à notre place, les problèmes qui sont des problèmes en fait à tous les niveaux. Hein. Il y a des problèmes macro, des problèmes mezzo, des problèmes micro. Alors j'insiste là-dessus parce que
dans les discussions autour du travail, on a vite fait de dire ils ne font pas ce qu'il faut. La direction, les syndicats, le gouvernement, c'est sûrement vrai. Hein. Mais juste un temps d'arrêt, 1 minute de silence, et nous, est-ce qu'on fait ce qu'il faut? Voilà, je vais terminer là. Je vous remercie de votre attention. Merci. Et peut-être alors on peut échanger un peu. Merci. Merci. D'entendre ces choses qu'on a vécues, ça fait une bouche autorisée et ça fait beaucoup de choses. Moi, c'est un exemple dans mon travail en ce moment. On avait des formations, vous savez, des formations sur le terrain. Et en définitive, maintenant, tout est par Internet. Alors, un exemple, on devait avoir une information de 2 heures. 2 heures d'information. On n'entend pas. 2 heures d'information, ça va? Non, on n'entend pas. Ah, mais moi, je ne m'approche pas trop du micro. 2 heures d'information. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Mais il ne fonctionne pas, votre micro. Ah, mais pas trop proche. Voilà, là on entend. Ah bon, d'accord. Moi, j'ai pas l'habitude, je suis pas chanteuse. Alors, 2 heures d'information. Donc, nous devions avoir 2 heures d'information. Alors, donc, il me donne la feuille, mon cadre là, et puis il me dit, ah, vous pianotez là, moi je connais presque rien, on est en ordinateur, mais bon. Et puis après, il me dit, oh, mais c'est 2 heures, hein, mais il y a le travail. Je dis, quoi, le travail? 2 heures? Ah, ben moi, je ne suis pas pour ça, hein, pour ce système-là, niet, hein, je lui ai dit. Ah, vous résistez alors? Hein? Ah, moi, Et demain, on a comment on appelle ça? Une réunion, parce qu'aujourd'hui, on devait avoir une réunion pour le changement de travail, justement, pour l'organisation. Il va falloir réorganiser avec le moins de personnel, mais bon, je ne sais pas comment ça va se passer, mais bon. Tout le monde respecte, mais en fin de compte, rien ne se passe. C'est très lourd. Mais bon, il y a plein de gens qui le subissent, hein, tout ça. Voilà. Je peux réagir à ce que vous venez de dire, mais je me dis que c'est peut-être bien aussi avec d'autres personnes, hein, d'autres que vous échangiez entre vous. Voilà. C'est vrai qu'on a l'impression, je trouve bien souvent que c'est comme ça que va la vie, quoi. C'est comme ça. Oui, c'est encore une fois, c'est inéluctable. Les gens rouspètent, mais ils font. Vous voyez? C'est le fameux Tina de Madame Thatcher. There is no alternative. Bon. Appliqué à la vie tous les jours dans les entreprises, il n'y a rien à faire autrement. Mais on n'est pas obligé d'y croire, vous voyez? Ah non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative. Je pense qu'il n'y a pas d'alternative si on reste seul. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas non plus assumer le rôle de Don Quichotte du service ou de l'entreprise. C'est-à-dire celui qui, dans la solitude la plus grande, envers et contre tous, soutient que non, on ne peut pas réorganiser le travail comme ça, non, on ne peut pas muter les gens comme ça, non, on ne peut pas augmenter les cadences, non, on ne peut pas dire à quelqu'un vous allez faire votre journée de travail normalement, mais là-dessus vous débrouillez comme vous voulez, mais on vous rajoutez 2 heures de formation. Vous voyez, c'est pas possible. Ce qui se passe en général, c'est que le placard commence à s'ouvrir déjà tout grand, hein, en attendant l'étape suivante, c'est-à-dire le licenciement. Donc, évidemment que seul, c'est pas jouable. Du coup, ça pose la question de est-ce qu'il est possible de résister, mais de manière un peu plus collective, quoi. Sinon, il n'y a pas beaucoup d'issues quand même. Sinon, c'est des stratégies de survie individuelle. Vous voyez,
L'important, c'est de savoir celui qui s'en sortira le mieux. Tant qu'on est dans cette logique-là, on est tous du coup très fragiles. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à résister un peu plus collectivement? Je pense que c'est vrai aussi que c'est difficile si on imagine que à la porte du marché du travail, il y a plein de gens qui attendent. Ça n'aide pas beaucoup pour on va dire, résister collectivement. C'est clair. Ça, c'est clair. Mais je continue à penser qu'en fait, on a plus de marge de manœuvre que ce qu'on croit. Vous voyez, je pense que des fois, ça vaudrait le coup de s'autoriser certaines choses et de voir ce que ça donne. Ça ne va pas prendre trop de risques, mais au moins de s'autoriser de temps en temps à tenir une posture collective de non. Ça, non. Beaucoup de choses, on peut discuter, mais ça, non. Et voir ce que ça donne. Et il me semble que dans ces expérimentations, parfois, on réalise que ça marche. Vous voyez? Ça marche, c'est-à-dire qu'un non consistant, alors qu'on disait, bon, de toute façon, on n'y arrivera pas, ben si, on est arrivé. Alors, je ne dis pas que ça a révolutionné la société, hein, mais voilà, c'est aussi une manière de peut-être déjà reconnaître qu'on a peut-être un peu plus de pouvoir qu'on le croit. ArcelorMittal. Pardon? ArcelorMittal, ils ont résisté. Oui, non mais bien sûr. Et c'est fermé. Bien sûr. Entre autres. C'est le problème des grosses entreprises, des très grosses entreprises multinationales. Les petites entreprises n'ont pas ces problèmes-là. À ce que je sache, il n'y a pas de suicide au travail dans les petites entreprises. Il y a encore un contact humain. Les suicides Orange et Renault et tout ce qu'on veut, oui, effectivement. L'individu est éloigné dans la masse, il n'a pas d'identité, il n'existe pas en tant qu'humain. Alors que dans les petites entreprises, l'individu est important. Il fait partie de l'entreprise. Je sais pas, la statistique s'applique aux grosses entreprises ou aux petites. Chez Dassault, ça marche pas bien. Oui, voilà, ça dépend des entreprises. Ça dépend des entreprises. Oui, voilà. Je pense que Dassault, c'est multinational, c'est bien qu'on puisse dire. C'est pas très catastrophique chez Dassault. C'est ça. Il y a ça. On ne parle pas de ça. Mais quand vous êtes bien payé. Vous n'avez pas envie d'aller voir ailleurs, c'est clair. Non, non. On n'entend pas, nous. Il faut parler avec le micro parce qu'on n'entend pas, nous, ici. Hein. J'ai travaillé 37 ans dans une multinationale. On a réussi à un certain moment, c'était un petit point de résistance, mais l'encadrement était extrêmement surpris. Il s'agissait, je crois, d'une décision d'augmentation de salaire à la tête du client et donc chacun pouvait, à leurs yeux, y trouver avantage, c'est-à-dire en se défonçant encore plus, etc. On est arrivé un certain nombre dans un service à dire non, on ne veut pas d'augmentation comme ça. On préfère rester un salaire plus bas, mais on ne veut pas que ça se passe comme ça, parce que c'est combien tu en as fait aujourd'hui, etc. Donc ils étaient très étonnés qu'on refuse quelque chose qui leur paraissait un avantage pour nous. On a dit non. Mais c'est pas très souvent qu'on a fait ce diagnostic. Non, bien sûr, ça me fait penser au travailler plus pour gagner plus. Ça vous dit quelque chose, c'est pas très ancien. Ben, le travailler plus pour gagner plus, ça peut être un marché de dupes. Parce qu'on peut, certes, on peut gagner plus, mais aussi y perdre sa vie. Je veux dire, travailler plus pour gagner plus si on a une activité professionnelle absolument passionnante dans laquelle on s'épanouit totalement, qu'on a décidé d'avoir aucune vie extra-professionnelle. Bon, allons-y, c'est tout bénéfice, quoi. On va gagner plus et on travaillera plus, mais avec un grand bonheur. Maintenant, si on fait un travail qui nous épuise, qui
pas nous épanouir, qui nous empêche de voir nos enfants grandir. Je ne suis pas sûre qu'on soit content dans la durée de gagner plus. On peut peut-être accepter de, on va dire, faire des sacrifices pendant un temps, parce que pour X raison, on a besoin de gagner plus. Je pense par exemple que à l'époque où je travaillais sur la question du placard en entreprise, des placardisés, on me disait toujours, mais tu travailles, tu t'intéresses aux placardisés. Mais bon, c'est quand même un peu bizarre, ces gens-là, ils sont au placard, mais pourquoi ils sortent pas du placard? Si tu dis que être placardisé dans la durée, c'est insupportable, qu'on peut devenir fou au placard, ou tomber dans la dépression, ou faire des compensations psychopathologiques graves, hein, du genre déclencher des cancers, des ulcères, etc. Pourquoi ces gens-là restent après tout? Oui, mais c'est un tout petit peu méconnaître le fait que, par exemple, des gens peuvent être au placard et avoir le sentiment qu'ils ne peuvent pas démissionner, qu'ils ne peuvent pas quitter l'entreprise, parce que s'ils démissionnent, ils vont se retrouver sur le marché de l'emploi. Ils n'ont plus 20 ans, ils n'ont pas de diplôme, ils ont une promotion interne qui leur a donné accès à un niveau de salaire qu'ils ne retrouveront jamais s'ils repartent dans une autre entreprise. Ils ont des remboursements de prêts d'achat de logement, ils ont des enfants qui font des études longues. Enfin bref, ils font le choix, effectivement, de rester au placard, quitte à prendre le risque de basculer dans la dépression, au motif qu'il leur faut gagner. C'est-à-dire que là, on a vraiment les situations où il ne reste plus que l'argent. Je pense qu'on ne vit pas sans argent, surtout dans nos sociétés.